Histoire d'éco-communauté. Histoire d'éco-communauté. Histoire d'éco-communauté. C'est bon, peut-être qu'on va être capable de Oh. faire. Ils vont tous en éco-communauté. Désolé encore, mais je vais aller aux toilettes juste pour être totalement disponible. Bonjour et bienvenue à ce tout premier épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on va parler à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois, des gens qui gravitent autour ou qui habitent dans des éco-villages, des éco-hameaux, des cohabitats ou des communautés intentionnelles au Québec. Donc, chaque communauté a son histoire et tous les gens qui y vivent ou qui voudraient y vivre ont aussi leur histoire et c'est ça que je propose qu'on découvre ensemble. Donc, mon nom est Hugo et aujourd'hui, on va parler à Stéphanie et Martin qui seront plus que des invités d'un seul épisode, mais des collaborateurs qui reviendront à chaque mois ou presque pour contribuer à la discussion et collaborer à sa réussite. Alors, bonjour Stéphanie. Salut Hugo, comment ça va? Ça va bien toi aujourd'hui? Oui, ça va bien. Une petite fin de rhume, là. Ça se peut que ça se sente dans ma voix, mais je me sens bien, je me sens prête pour ce premier podcast. Cool. Bonjour Martin, comment vas-tu? Allô Hugo, allô Stéphanie, ça va très bien, rempli de plein de projets et rempli d'une belle grande tempête. Yes, une belle tempête de neige aujourd'hui alors qu'on enregistre ce podcast. Je prends vraiment aucun temps pour introduire personne parce que c'est comme ça qu'on va faire durant tout l'épisode. Fait que je vous laisse comme découvrir ces gens à travers nos discussions bientôt. Avant qu'on commence, j'aimerais qu'on fasse comme un petit tour de table pour se dire avec quelle énergie on arrive, comment on se sent. C'est comme ce qu'on appelle un check-in. Fait que, par exemple, ben, moi aujourd'hui, quand je me suis réveillé un petit peu tôt ce matin à cause de mon petit garçon qui avait fait pipi au lit, fait que je me suis levé à 5h30, puis j'ai comme un petit fond de fatigue. En même temps, je suis comme très excité de starter, de commencer ce projet-là avec vous autres. Je suis un petit peu excité sous un Yes. fond de fatigue. Toi, Martin, comment tu te sens? Je me sens, je dirais, en tumulte un peu. Il y a vraiment plein de projets dans ma vie qui arrivent et qui sortent de partout. Alors, j'essaie de jongler du mieux que je peux avec tout cela et d'apprécier le moment présent malgré tout ce qu'il peut avoir dans le futur. C'est pas mal ça. Cool. Stéphanie, comment tu te sens aujourd'hui? Ben, premièrement, merci. C'est une bonne idée de faire un check-in. Moi aussi, j'en fais dans mes événements. Fait que c'est le fun que t'inities ça. Puis, moi, j'ai eu une nuit entrecoupée. Parce que j'ai manqué de propane hier durant la journée. Fait que quand je suis revenue à ma mini-maison, il faisait -2 et j'ai constaté qu'une de mes plantes était morte, ma belle plante araignée. Alors j'ai passé la nuit à essayer de chauffer ma mini-maison avec mon minuscule poêle à bois. Alors moi aussi j'ai de l'excitation, j'ai une hâte aussi d'enregistrer, de faire ce tout premier podcast avec toi Hugo puis Martin. Mais un petit fond de fatigue également. Il y a sûrement des gens qui écoutent, qui vont comme vous connaître, puis savoir qui vous êtes, peut-être qu'ils vous ont déjà rencontré. Mais j'ai comme préparé une liste de questions, euh, comme pour qu'on apprenne un petit peu mieux à vous connaître. Puis le but, c'est que, tu sais, on va collaborer ensemble pour faire ce podcast-là. J'aimerais qu'on fasse un épisode par mois, puis, tu sais, on va recevoir des invités, mais un petit peu nous trois, on va revenir là, un petit peu plus souvent. Fait que c'est quoi nos histoires à nous autres? J'ai préparé une liste de questions, puis je commencerai avec Martin. Euh, fait que ma première question pour toi, Martin, c'est quel est ton nom au complet? T'as quel âge? T'habites où? Tu peux-tu comme un petit peu te présenter?
Bien sûr, mon nom officiel complet, c'est Martin Sorel-Douchin. Mon nom Facebook, c'est Martin Soleil. Oui. Euh, L'âge, c'est un concept et j'essaie de pas la révéler. Alors, tu me prends un peu C'est au correct, je dépourvu. respecte. Je veux rester Ouais. intemporel. Mais je suis dans la trentaine. Aujourd'hui, la mi-trentaine. C'est bon. C'est à peu près ça. Puis, t'habites dans quelle région en ce moment? Euh, Officiellement, j'ai un pied à terre sur la rive sud de Montréal, dans la belle ville de Mercier. OK. Et récemment, je n'ai pas renouvelé mon bail, alors je vais être officiellement vagabond sur la route sans domicile fixe pour la prochaine année. Je vais peut-être un peu squatter ma vieille chambre chez ma mère pour mettre mon stock et je vais peut-être un peu squatter aussi chez ma copine, puis surtout dans plein d'écolieux, communautés, éco-villages. Je l'espère qu'ils vont m'accepter avec joie, bonheur. Et c'est pas mal ça. Nice. Un petit peu de nomadisme à travers tout Est-ce qu'il y a de ça. la place chez toi, Hugo? Ben, en ce moment, non, mais quand on ouvre les roulottes l'été, il y a comme un petit peu plus de place pour tu sais, à recevoir des stagiaires et des invités, là, durant l'été. Est-ce que tu, comme, prévois faire tes visites avec vagabondage cet été? Euh, oui, ben, je veux pas trop rentrer dans le projet de vagabondage, Ok. mais autant qu'on peut faire des initiatives personnelles que des initiatives de groupe planifiées avec le groupe de vagabonds qui se promènent, qui nomadisent entre les différentes communautés. Alors, je compte le faire de façon personnelle pour moi, à mon Hmm. compte, et je compte le faire avec Vagabondage pour se promener un peu partout. Et j'ai un projet d'acheter un terrain. On est en offre d'achat sur un super beau terrain bâtisse à Eastman. Alors OK. peut-être que je vais avoir un pied à terre à Eastman, puis en fin de compte que je vais être plutôt sédentaire cet été pour bien starter, bien commencer ce magnifique projet. OK, cool. Puis, quel est ton lien actuellement avec les éco-communautés? C'est quoi, là? Qu'est-ce que tu fais en rapport avec ça? Ben, c'est un lien riche, un lien qui est agréable, un lien qui me permet de me développer, de m'émanciper. Je me considère vraiment comme un tisseur de liens et un créateur d'espace. Alors, je me promène entre les éco-villages pour connaître des personnes, rencontrer des gens extraordinaires, des lieux extraordinaires et aussi, ça fait une grosse partie, je crois, dans se trouver une communauté, c'est de découvrir des lieux, des endroits, des modes de vie et en explorant une pluralité, une multitude d'endroits que tu peux voir, explorer, connaître, mais ça te permet toi-même de te développer puis de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment là-dedans. Est-ce que c'est Hmm. un mode de vie qui te parle? Est-ce que de l'essayer quelques mois, c'est assez ou tu veux vraiment en faire un mode de vie puis t'impliquer totalement là-dedans puis dédier ta vie à être dans Hmm. une communauté avec tous les défis et les belles opportunités que ça peut apporter. Alors, Yes. je tisse des liens, je connais des personnes, des lieux, des endroits. J'essaie de mettre les gens en relation entre eux. Et dans tout ça, étant enseignant de formation, mais je me suis recyclé un peu en donnant des formations sur les communautés avec le cours de EDE, le cours d'éducation en développement d'éco-village qu'on fait avec ta chère amie Nebesma. Mais Mhm. je suis un peu son panawan, son apprenti, et j'espère apporter des connaissances, des outils aux communautés, aux gens. C'est pas mal ça, donner des petites formations, puis essayer de trouver ma place là-dedans, mon équilibre. Quelle est ton histoire, Martin? Comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser aux éco-communautés? Ça fait combien de temps? Donc, là, on le voit pas sur le podcast, mais Stéphanie, on est en vidéo, puis elle se pointe elle-même.
Ben oui, je la considère un peu comme ma maman. C'est spécial parce qu'il est plus jeune que moi, là. Mais je la considère comme ma maman. Euh, à vrai dire, ça part d'un peu avant elle. J'étais avec en gros, une grosse remise en question sur toute ma vie, sur mon mode de vie, ma relation avec la société, avec la nature, beaucoup de questionnements. Et j'ai changé un peu de groupe d'amis et j'ai fini par trouver des valeurs qui faisaient plus de sens par rapport à moi. Alors, on faisait déjà des cercles pour discuter. On voulait s'acheter une terre, une ferme, faire pousser nos légumes. Puis, on est parti un peu de là. Et tranquillement, je trouvais que ça bougeait pas assez vite, que c'était pas à mon goût. Il manquait quelque chose, de la proactivité. Je suis une personne qui est vraiment dans l'action. Et de fil en aiguille, j'imagine que ça fait partie de l'echo chamber de Facebook, là. Mais tu likes des choses, puis tu te désabonnes de certaines pages, puis ça fait en sorte que tu as de plus en plus de choses qui te ressemblent, puis qui fait du lien avec toi. Et j'ai tombé, un moment donné, Stéphanie est arrivée sur mon feed, sur ma page Facebook, qui construisait sa mini-maison, puis qui parlait de communauté, qui parlait OK. d'un peu tout ça. Puis ça m'a amené à la suivre et à un événement qu'elle a créé, Vivons en éco-communauté. Je me suis enregistré à cet événement-là et là, j'ai fait wow, ok, ça existe déjà. Il y a déjà du monde qui vit de façon alternative. Je suis pas un illuminé là. Ça existe déjà. Il y a déjà du monde. Il y a déjà comme des éco-villages. Il y a déjà des communautés. Il y a déjà ça qui est en mouvement. Wow, on a vécu une semaine incroyable. On a eu des formations. On s'est mis dans l'action. On a mis nos mains dans la terre. On a eu du développement personnel. Puis je dis wow, ça me tente vraiment. Je veux m'impliquer. Je veux aller plus loin. Et de fil en aiguille, je suis venu à la journée porte ouverte à la Cité écologique. J'ai commencé un stage avec NextGen, qui est le Global Eco-Village Network. Ouais. Euh, je me suis impliqué, j'ai commencé une vie un peu plus nomade. J'ai été voir des éco-villages, des communautés un peu partout, aux États-Unis, au Québec surtout. Mais tranquillement, et là, je fais ça depuis environ 2 ans et demi, que je m'en vais dans beaucoup d'événements, de communautés alternatives, de toute la communauté là, événementielle est quand même reliée un peu aux communautés, aux éco-communautés, aux éco-villages. Il y a comme une belle famille là-dedans, puis c'est vraiment très riche en expérience, puis en développement personnel, puis tout ça ensemble, c'est un peu mon lien, puis ce que je fais. C'est-tu le premier Vivons en éco-communauté en 2017? En Oui, 2018. 2018, OK. c'était le premier, puis je les ai pas mal toutes faites, à aller jusqu'à être un collaborateur, un chouchou avec Stéphanie. Et Moi, je me trompe. un jusqu'à C'est en récemment, là. 2019 la première année. Moi, 2019, la première année. Ouais, Ok. ouais. Ouais, Martin était là à Puis, toutes les vivants en éco-communauté, les 4 qui se sont faits depuis. oui, Nice. ça a passé de la première année, je n'étais un néophyte, je ne savais pas grand-chose. Et dès la deuxième année, j'étais déjà rendu un formateur. Je donnais des cours. Et cette année, au troisième Vivon, mais là, j'étais rendu un collaborateur, je pourrais dire, où on a Mhm. participé un peu à l'organisation, à la planification, puis donner une petite formation. Ça demande de l'implication, mais on y va, on fonce, ça me parlait vraiment, donc j'ai voulu m'impliquer. Puis vous qui écoutez ce podcast-là, mais c'est pas juste c'est un mode de vie qui m'intéresse. Mais si ça t'intéresse puis t'essayes, mais vas-y, fonce, instruis-toi, va dans des événements, va, va chercher de l'information, puis vas-y, fais-le si ça te tente vraiment d'essayer ça, là. Cool. Puis, t'es-tu encore avec NextGen? Officiellement, non. Ça a duré un 6 mois, je dirais. J'ai l'impression de garder un peu le rôle qu'on m'avait donné. On m'avait donné le nom de Bumblebee, d'une petite abeille pollinisatrice, justement, qui se promène un peu partout au Québec, qui parle de NextGen, qui parle du mouvement des éco-villages, des communautés alternatives. Et c'est ce que je fais encore. Alors, même si officiellement je ne suis plus dans les réunions de NextGen, je porte ce message-là avec moi,
un peu partout où Mm. je vais et je pollinise les communautés ensemble. C'est une belle image. Combien est-ce que tu as visité d'éco-communautés, tu penses? T'as-tu compté? Je les ai pas comptés. C'est un peu, c'est peut-être quelque chose qui me manque de faire des retours réflectifs et de la planification. J'essaie de vraiment profiter du moment présent, puis de dire oui à la vie, puis d'être ouvert aux opportunités. Pour répondre à la question, je dirais j'en ai peut-être visité une dizaine, peut-être 10, peut-être douzaine, quinzaine. Il y a certaines places que quand tu les visites, tu tombes vraiment en amour rapidement et j'ai été très souvent aux mêmes places. Et là, c'est plus rendu juste des gens que je vais voir, c'est rendu des amis, c'est de la famille, je m'implique Mm. dans des projets. Tu vas en avoir une 10, 15, peut-être 20. Il y en a peut-être 3, 4, 5 qui vont capter un peu plus ton attention, que les gens, soit par leur âge, par leur valeur, par leur façon de faire, parce qu'il y a autant de découvillages que de personnes qui vivent dedans, là. Chaque personne a leur vision un peu au sein même d'un éco-village, mais il y a plein d'éco-villages et de Mhm. communautés Ouais. qui ont des visions et des façons de faire différentes. Alors, il y en a qui te parlent plus, il y en a qui te parlent moins, puis tu finis par t'affilier de façon très naturelle à certaines, puis tu y vas, puis tu t'impliques dans ceux-là, puis peut-être qu'un jour je trouverai ma place, peut-être qu'un jour je vais créer le mien, puis l'avenir nous dira. Dans le fond, là, ce que je comprends du début vraiment de ton histoire, t'es comme rentré avec un nouveau groupe d'amis, puis vous aviez comme l'intention, le goût de fonder une éco-communauté sans nécessairement avoir un mot dessus. Ouais, c'est ça. Il y avait pas de, c'était pas défini comme ça. Il y avait pas le mot de dit, hey, on fait une communauté intentionnelle. Si on est dans le jargon un peu plus des communautés, on était juste des amis. On aimait ça, faire de l'agriculture. Mon ami, il faisait des études en agriculture. Alors, on se ramassait très souvent chez lui, dans son jardin, dans sa cour. C'était tellement beau. Il avait changé sa cour en jardin avec plein de plantes, plein de fleurs, plein de légumes, de fruits. Et on se ramassait très souvent chez lui à manger et préparer la nourriture et avoir du plaisir, de chiller en bon québécois, là, d'avoir du fun autour de sa piscine. Mais au lieu de juste faire ça pour le plaisir une fois de temps en temps, on s'est dit pourquoi qu'on pourrait pas faire ça comme en permanence? Pourquoi qu'on pourrait pas travailler de nos mains la terre et faire ça plus souvent, puis habiter ensemble, on a du plaisir, on s'amuse, on fait des jeux de société, on danse, on fait plein de choses, puis on s'est dit hey, pourquoi qu'on fait ça pas plus souvent, puis pas juste comme une fois par semaine, un happening. Ça fait depuis comme le début de l'épisode qu'on parle d'éco-communauté. Je suis comme volontairement pas rentré dans le sujet, mais dans tes mots, c'est quoi pour toi, qu'est-ce qu'une éco-communauté? Ah ah. Je vais séparer en deux. Il y a le mot éco et il y a le mot communauté. Le mot éco, ben, c'est ma vision, ça m'appartient, ok? Ou je vais peut-être péter une bulle un peu à du monde. Le mot éco, je trouve qu'il est utilisé peut-être un peu à outrance. Toute l'intention, aussi noble qu'elle peut être, est là, elle est présente au plus profond de moi et dans les communautés, je crois. Lorsqu'on se rend compte que vivre ensemble, il y a le volet social qui prend énormément de place et il y a le volet économique. On paye pour des maisons, de la nourriture, des fois, on ne devient pas autosuffisant du jour au lendemain. Grosse place au volet social, économique et des fois le volet écologique, autant qu'on fait des efforts, mais il est peut-être un peu moins là, sans vouloir trop rentrer loin dans le sujet. Et dans le côté communauté, mon Dieu, c'est vraiment du vivre ensemble. C'est vraiment des miroirs. Toutes les personnes, c'est des miroirs que tu as de façon constante. Hmm. Ça demande beaucoup de développement personnel, de beaucoup d'introspection, de lâcher prise, de laisser aller certaines choses. Et je dirais à ceux qui voudraient aller dans des communautés, faut pas juste vouloir quitter le monde actuel, la société de consommation dans laquelle on vit, puis qui fait peut-être un peu moins de sens à nos yeux ou face à nos valeurs. Mais c'est vraiment un désir intrinsèque à l'intérieur de nous d'aller vivre en communauté, de travailler sur soi, de pouvoir aider, soutenir du monde, à eux travailler sur eux. Puis il y a un gros travail de vivre ensemble.
On est des mammifères, on est des animaux grégaires qui gagnent beaucoup à vivre ensemble, à se connaître et à faire connaître les autres. Et on a perdu un peu ça avec l'individualiste, être ensemble dans nos appartements et individuels, en petite famille. On a perdu ça. Puis là, c'est comme revenir à nos racines, revenir au plus profond de nous, retrouver notre tribu, retrouver nos amis, notre famille d'âme, si on peut dire, là, sans aller dans un côté trop spirituel. Mais il y a quelque chose que tu vois du monde, puis des fois, après une fin de semaine, tu fais, mon Dieu, il me semble que je vous connais depuis toujours. Il me semble qu'on parle le même langage, Hmm. puis ça fait du sens, qu'est-ce que vous dites, puis j'ai toujours eu l'impression d'être le mouton noir de ma famille, puis là, je parle avec vous, puis je me sens avec les miens, puis il y a quelque chose là de très fort là-dedans. Fait que, éco, communauté, c'est un peu ça, sans trop m'égarer, pour répondre à ta question. Tu as un peu touché le sujet tantôt. Est-ce que tu veux joindre ou fonder une communauté éventuellement ou tu es en méditation et tu le sais pas? C'est la vie nous emmène à des drôles d'endroits des fois. V'là 2 ans, lorsque j'ai fait le cours d'éducation en développement d'éco-communauté, j'avais écrit un texte et j'avais dit que je ne croyais pas partir une communauté. Alors, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. OK. C'est ça. Je crois que avoir visité des communautés pendant un bon 2 ans de temps, je me suis beaucoup découvert. J'étais à la rencontre de moi-même et d'une multitude de lieux, de gens, d'expériences, d'événements, de plein de choses. C'était vraiment riche et enrichissant. Je ne pensais vraiment pas partir une communauté. Je croyais vraiment être plus en soutien aux gens, aux porteurs de projets qu'on appelle. Là, des fois, il y a une personne dans des écovillages qu'on appelle le porteur de projet. Des fois, c'est celui qui détient la terre ou plus d'actifs ou les bâtiments ou les infrastructures sur un lieu donné. Des fois, c'est juste une personne qui est super inspirante, un ou une leader qui permet de rêver grand, puis de dire, hey, oui, cette personne-là, elle a des valeurs similaires à moi, puis j'ai le goût de la suivre. Alors, j'ai toujours pensé à être en soutien à des personnes et continuer à vagabonder, aller voir plein de communautés. Je compte continuer de le faire. Je crois que c'est ce que je vais faire encore pendant un bon bout de temps, si c'est pas toute ma vie, parce que j'adore voyager, rencontrer des gens, puis voir des projets. Et en faisant ça, ben, la vie t'apporte à connaître du monde, puis à dire oui à des opportunités. Et là, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui partaient d'une communauté, que je me suis impliqué, on se soutient, puis là, tu te rends compte que c'est riche, tu es à l'écoute de toi-même, eux sont à l'écoute de toi, puis vice-versa, c'est réciproque. Il y a un sentiment vraiment bien rempli au plus profond de toi, de ton cœur, de tes émotions, être à l'écoute de tout ça. Puis ben, tu fais, hey, ça nous tente, on essaye, puis on part un projet ensemble, puis tu sais pas trop ce que ça va t'amener, mais tu fais des efforts, tu t'engages, tu y vas. Alors, je suis en train, je suis avec mon groupe, nous sommes en train de partir une communauté, de se soutenir, puis de faire un appel d'offres sur un terrain, une offre d'achat sur un terrain. On passe de l'idée, de l'air, à pas mal au concret, à la terre, très physique. Et c'est à suivre, qu'est-ce qui va arriver. T'es passé du je au nous. Totalement. C'est quelque chose qu'on dit souvent, là, passer du je au nous. Plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Bonne chance. Dernière question. Qu'est-ce qui te motive à faire ce balado, ce podcast avec nous autres? À vrai dire, je veux pas vraiment le faire. J'ai juste vraiment de la difficulté à dire non. Ok, Ça, c'est pas. nice. Ben non, oui, j'ai vraiment de la difficulté à dire non à des projets. Je fais en sorte, comme j'ai dit au début, que j'ai vraiment plein de projets. Ben non, j'y crois. C'est le fun. Il y a des personnes que ça parle vraiment des podcasts. Moi, je suis Ouais. du genre à pas écouter ça en voiture ou chez nous. J'ai tellement de choses que c'est rare que j'écoute des podcasts. On dirait que c'est juste un bruit de fond. Quand j'écoute ça, moi, il faut que je sois assis avec un crayon, un Ouais. papier. Alors, à vous de voir comment vous allez l'écouter, peut-être dans votre voiture, peut-être en faisant à manger, un petit podcast sur le côté, et d'autres qui vont être comme moi, qui vont prendre des notes, qui vont scruter à la loupe tous les conseils puis les affaires. À vous de voir qu'est-ce qui vous parle de plus.
Mais j'y crois. C'est une bonne idée, Hugo. Je veux donner des outils aux gens. Je veux propager la bonne nouvelle des écovillages et c'est une autre façon de le faire. Alors, c'est super bien et c'est pas trop d'investissement. Une fois par mois, ça peut avoir de l'allure. Puis, je vais essayer d'être là le plus souvent et des fois, ça se peut que je serai pas là. Je vais peut-être réussir à dire non un jour. Cool, ben merci beaucoup Martin. Je te souhaite vraiment un jour dans ta vie d'arriver à dire non, c'est important. Puis Yes. merci beaucoup, je veux dire quand même, merci beaucoup d'être collaboré à créer cette podcast avec nous autres. Ça me fait vraiment plaisir. On passe de Martin à Stéphanie. Stéphanie, c'est comme toutes les mêmes questions, mais je vais te les redire, là, comme pour te faire un petit rappel. C'est quoi ton nom au complet? T'as quel âge, si tu veux nous le dire? T'habites où, etc. Présente-toi un petit peu. Oui, donc moi c'est Stéphanie Junot. J'habite actuellement dans un camping à ULM Québec. C'est à Saint-Cuthbert, pas loin de Berthierville. Et mon âge, j'ai 31 ans. Voilà. Cool. Puis, c'est quoi actuellement comme ton lien avec les éco-communautés? Qu'est-ce que tu fais dans le domaine actuellement? Ben, en ce moment, ben, l'année passée, ça a été ma première année de travailleur autonome que je me suis lancée dans cette mission-là qui me tient à cœur, qui est de faire connaître les éco-communautés et outiller les personnes qui veulent se diriger là-dedans. Donc, en ce moment, je suis vraiment à temps plein, on va dire temps partiel, là, parce que je me donne du temps aussi pour passer du bon temps. Mais j'œuvre à 100% là, avec mon projet qui s'appelle Vivant. C'est un groupe Facebook sur lequel je partage une série d'ateliers. C'est des événements en ligne et en personne. Le groupe, si vous voulez le trouver sur Facebook, c'est Vivant, écrit en majuscule, suivi de Impact régénérateur et éco-communauté. Donc, j'ai ouvert un petit peu l'espace à outiller les gens, pas seulement que les personnes qui veulent aller, qui visent à vivre en éco-communauté, mais aussi toutes les personnes qui souhaitent introduire des différents aspects, différents outils dans leur vie personnelle ou dans des projets d'amis, de groupes, d'entreprises, puis qui ont un peu la même saveur que ce qu'on retrouve dans les éco-communautés. C'est quoi ton histoire? Comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser aux éco-communautés? Ben moi, c'est parti quand même de loin, mon intérêt à prendre soin de la nature, prendre soin des animaux. J'étais souvent en plein air avec mes parents, les randonnées, du camping. J'étais dans les scouts. Puis quand j'ai décidé de faire mon choix de carrière, ben j'étais allée un peu par défaut. La seule chose on va dire, dans tout ce qui me tentait pas, qu'est-ce qui me tentait le plus, c'était la technique de bioécologie. Fait que j'étais vraiment un peu perdue dans mes repères. Mais quand que je me suis plongée dans cette technique-là que j'ai fait sur 4 ans, j'ai découvert tous les gens qui ont aussi ces valeurs-là comme moi, puis cet intérêt-là, qui ont à cœur de prendre soin du vivant, puis de prendre soin de l'environnement, puis de s'inspirer aussi des écosystèmes, puis découvrir la nature québécoise, puis comment qu'elle est riche, puis qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Donc, je suis allée travailler au nord du Québec, à Chibougamau, dans un OBNL comme technicienne de la faune et de la flore, et surtout de l'entomologie. Donc, j'ai beaucoup identifié d'insectes. J'ai aussi travaillé sur une trentaine de projets différents, autant sur les mammifères, les oiseaux, les amphibiens, les poissons. Fait que ça a été super riche et j'ai aussi appris tout ce qui est plantes forestières non ligneuses, donc les champignons sauvages comestibles. Et là, cette petite gang-là de tripeux de forêt comme moi, ben, on se disait, crime, ça serait le fun de se construire un genre de petit village de cabanes dans les arbres, puis là, commencer à germer un peu l'image d'un éco-village sans qu'on ait le mot. Est-ce que c'était... est-ce que comme c'est là que tu as comme rencontré Audrey puis Lisa, puis vous voulez faire quelque chose ensemble? Ben, au départ, moi, je connaissais pas le mot éco-village. Fait que là, j'ai fait des recherches de développement durable. Je me disais, peut-être je vais retourner à l'université. Ben, je suis jamais à l'université, mais je me demandais si je devais retourner aux études, puis peut-être aller monter un peu, me spécialiser.
Puis là, je suis tombée sur le cours d'éducation au développement d'éco-village, qui était à la Cité écologique avec Nébesna Fortin, c'était en 2015. Puis là, quand j'ai lu la description de ça, je me souviens, j'étais dans un demi-sous-sol, les larmes se sont mis à couler, j'ai regardé le ciel, j'ai regardé le plafond du demi-sous-sol, on s'entend? Puis j'ai fait comme « Merci! C'est ça que je voulais savoir, c'est ça que je voulais lire! » tu sais. C'est de quoi qui faisait tellement de sens pour moi. Fait que là, je me suis dit, bon, je plaque ma job, je déménage, je m'en vais visiter la cité écologique, je m'inscris à cette formation-là, même si ça me coûte 2000$ parce que j'y crois, même si mes parents ils comprennent pas quel genre d'emploi ça va me donner cette formation-là, parce que je le fais pas pour avoir un meilleur salaire, là, tu sais, je le fais parce que c'est comme un mode de vie qui me parle. Fait que, puis j'ai dit à ma gang de Chibougamau, je disais, hey, je m'en vais faire une formation d'éco-village, je vous reviens avec un projet, puis vous me direz si vous l'embarquez. Fait que c'est ça que j'ai fait. OK. Puis là, la réponse de ma gang là-bas, c'était comme, ben, quand que tu vas avoir trouvé la place, puis que ça va être avancé, tu nous le diras, tu sais. En gros, fais le plus gros de la job, puis on va embarquer si ça fonctionne. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, moi, la façon que j'avais monté mon projet, c'était... Parce qu'à la Cité écologique, pendant le EDA, on monte notre projet vraiment d'éco-village. Fait que là, j'ai voulu, moi, aller vers une branche immersion et petits habitats écologiques diversifiés, différents. Donc, moi, ce que je voulais, c'est que les gens puissent venir visiter l'éco-village que je crée et y passer une semaine dans un petit gîte de leur choix écologique pour qu'ils puissent vivre ce serait quoi être voisin, voisine de nous, ou vivre dans une maison écologique qui est adaptée un peu au style qu'ils préfèrent, soit earthship, soit yurt, soit mini-maison sur roue, peu importe. Et là, je me suis dit, bon, il faudrait que je fasse un cours en construction, quelque chose comme ça. Fait que j'ai fait le certificat de Solutionnera en design de bâtiments écologiques tout de suite après. Et finalement, je suis allée commencer à visiter, chercher mon noyau fondateur. Fait que là, moi, pendant une couple d'années, là, j'étais quand même motivée à faire des visites, en parler autour de moi, essayer de trouver des gens qui veulent pas être spectateurs, mais qui veulent bel et bien être acteurs comme moi, puis cofonder ce grand projet-là ambitieux. Donc, finalement, j'ai jamais trouvé ce noyau-là, mais j'ai rencontré plein de personnes super inspirantes qui, eux aussi, avaient leur projet. Donc, je me suis questionnée, est-ce que vraiment je démarre quelque chose? Est-ce que j'ai l'étoffe d'une fondatrice, tu sais, d'éco-communauté? Puis des fois, faut être réaliste, là. À l'époque, j'avais quel âge? J'avais 25 ans, tu sais, j'étais quand même jeune. Notre fameuse porteuse de projet, comme on a dit. Ouais. Le cours EDA, c'était en 2015, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, c'est la première édition qui se donnait au Canada, puis en français, là, au monde. On s'est pas vraiment parlé quand t'es venu ici, mais ce que je me souviens, c'est qu'à un moment donné, je pense que tu marchais, puis je passais à vélo. J'étais comme vraiment fier d'utiliser ma cloche sur mon vélo, parce que ça me faisait rire. Puis là, j'étais envoyé la main, puis j'ai sonné ma cloche de mon vélo, parce que ça me faisait juste rire. Mais là, je suis après, elle a dû me trouver cave. Ben non, je trouve ça tellement cool qu'on puisse se promener de voisin en vélo, là, dans un éco-village, c'est trop cool. Puis après ça, fait que t'as fait le DA en 2015, puis comment tu fais en 2016, j'imagine, la formation avec Solutionnera. Ouais. Puis c'est ça, par la suite, j'ai rencontré Lisa Grenier et Audrey Morin, mais ça a surtout cliqué avec Lisa, on a continué à se parler et on a voulu même démarrer un genre de site de rencontre pour futurs éco-villageois, là. Un genre de match d'éco-village, de futurs éco-villageois. Puis là, finalement, on s'est rendu compte que ça serait un site web qui coûterait à peu près 60 000$. Puis là, on était comme, oh boy, on passait notre temps devant un écran, c'est-tu vraiment ça qu'on veut? Fait que finalement, on est parti sur une autre direction, moi puis Lisa, puis on a décidé de faire une tournée de tournage pour faire visiter, faire découvrir différents éco-villages, éco-communautés du Québec. Fait qu'on a démarré la chaîne YouTube et la page Facebook Futurs éco-villageois recherchés au pluriel. Et on a fait des centaines et des centaines d'heures bénévoles et on a eu bien du fun et ça nous a un peu mis
un petit peu sa map, là, moi puis Lisa, de référence là, pour s'instruire là-dessus. Fait que c'est là qu'a débuté mon côté plus enseignant, partage de connaissances dans ce réseau-là. Euh, ouais, ça, Stéphanie, est-ce que c'est sur ça que tu avais posté tes vidéos de construction, déco, de mini-maison? Parce que j'essaie de me rappeler comment j'aurais pu te voir, comment tu aurais pu arriver sur mon Facebook. Alors, j'imagine que c'est avec Futur Éco-Villageois Recherché que Euh, tu es arrivé dans mon feed. Est-ce que vous avez fait comme... est-ce que vous avez sponsorisé, quelque chose comme ça? Ben, on n'a pas vraiment boosté de publication, là. On faisait pas d'argent, fait qu'on n'a pas mis d'argent non plus trop, là, malgré que j'ai dépensé quelques centaines, voire milliers de dollars dans ce projet-là. Mais Ouais. oui, j'ai partagé énormément, entre autres, surtout une vidéo qui était pour avoir une bourse de Solutionnera, que c'était moi qui parlais de ma mini-maison. Puis j'ai quand même continué aussi de mettre des vidéos sur le groupe du Cohabitat Mon Autisme, qui est la communauté que j'ai intégrée par la suite. Là. Fait que, comme pour continuer dans mon histoire, après les documentaires, euh, j'ai eu comme un petit creux. Là. Pendant 2 ans, j'étais en relation avec quelqu'un qui se voyait pas nécessairement vivre en communauté. Fait que j'ai un peu délaissé, mis ça de côté. Comme que j'ai malheureusement l'habitude de faire quand que je suis en relation, là. Ma vie, elle prend le bord un petit peu. Fait que là, quand que cette relation-là s'est terminée, là, c'était comme une libération, là. J'étais comme, OK, je veux me construire ma maison, ma mini-maison sur rouge, je veux intégrer une éco-communauté. Fait que là, bing, bang, pouf, toutes les choses se sont alignées. Mon énergie était là. Fait que là, j'ai auto-construit ma mini-maison sur roue, qui est aussi munie de panneaux solaires. Et j'ai intégré le Cohabitat Montis qui, au départ, en fait, était seulement un couple qui avait un magnifique terrain sur le bord de la rivière Batiscan avec le mont Otis et un sentier pour se rendre au sommet sur le terrain. Donc, il y avait 7 lots Wow. différents, dont zonés blancs, d'autres zonés résidentiels. Il y avait une serre Aïe, de aïe. 80 pieds de long par 20 pieds de large. Et la maison du couple qui habite là, c'était une maison rénovée avec du béton de chanvre. Fait que c'est déjà écologique. Nice. Donc ça faisait une dizaine d'années que ce couple-là était là, puis qu'il essayait un peu de rassembler les gens, mais il était encore seulement que les deux quand que moi, je me suis décidée à intégrer cet endroit-là. Et je l'ai découvert, entre autres, avec les documentaires qu'on a faits. Fait que Mhm. après le documentaire, moi, je me voyais vraiment habiter là. Alors, quand je me suis construit ma mini-maison, j'habitais, c'était l'éco-communauté la plus proche de chez moi, là, si je peux dire, ou en tout cas le projet en démarrage le plus proche d'où j'étais. Fait que je leur ai demandé, je leur ai dit, hey, est-ce que je pourrais m'installer avec ma mini-maison là? Fait que je me suis installée et pendant que je construisais ma mini-maison, je co-organisais aussi un événement là qui était le premier Vivons en éco-communauté. Fait que cet événement-là, c'est notre petite gang là, qui a décidé de vouloir, nous, vivre l'expérience de vie en communauté tout de suite, comme si c'était déjà fait. Fait qu'on s'est dit, on va inviter une trentaine de Mhm. personnes, puis on va faire comme si. On va jouer aux éco-villageois pendant une semaine, puis on va l'avoir, Ouais. notre éco-village, déjà. Mais juste pour une semaine, puis après ça va retomber tranquille, mais on va l'avoir vécu un peu. Fait qu'on invitait les gens à la vivre, l'expérience, mais pas nous, on sait c'est quoi, puis on vous le fait vivre. Au contraire, nous, on savait pas c'était quoi. Fait que c'est pour ça qu'on a appelé ça Vivons en éco-communauté. Fait qu'on va le vivre ensemble, autant les organisateurs que les participants. Et on a fait Mhm. l'événement vraiment à un coût là, ridicule, là, atelier, camping inclus, nourriture incluse à 160$ pour une semaine. Là. C'était ridicule. Là. Puis nous, Nice. avec tout Ouais. cet argent-là qu'on a réussi à accumuler, ben ça nous a permis d'avoir un peu de financement pour commencer à faire des petites infrastructures sur place, des nouveaux terrains de camping pour accueillir des nouvelles personnes. Fait que j'avais vraiment cette vision-là commune avec ce couple-là de permettre aux gens de vivre cette immersion-là, puis de goûter à la vie en communauté au travers de nous, là, puis d'en jaser autour d'un feu, puis des guimauves, là, avec l'ambiance camping, là, et camp de jour en background. Fait que ça, ce projet-là, pendant 2 ans, j'étais vraiment énormément impliquée. Je me suis... je faisais souvent l'animation des réunions, toute la coordination des activités. Mhm. Je créais des nouveaux
des nouveaux outils pour nous accompagner là-dedans, mais j'étais comme un petit peu intense, là, moi, dans mon affaire, là. J'avais fait une tournée d'éco-village, j'avais fait une formation, puis là, le couple qui était comme sur le bord de prendre la retraite était comme, oh, ok, tu sais, elle note dedans, puis elle va peut-être comme justement prendre ça sur ses épaules. Mais moi, ce que je voulais, c'est que on soit un groupe de cofondateurs solides, puis qu'il n'y ait pas que moi qui prenne ça sur mes épaules. Fait qu'avec le temps, je sentais que finalement, j'avais pas de noyau encore. Puis c'est ce projet-là énorme, avec un paquet de règlements, que moi, c'est toute cette lourdeur-là réglementaire liée au camping puis la gestion de l'eau, ça me pèse énormément. Fait que là, je me suis dit, moi, je vais aller vers la création d'événements style vivons en éco-communauté. Fait que finalement, je sentais que ça... Pour plusieurs raisons, là, que je n'énumérerai pas ici, parce que je veux que ça reste léger, là, comme podcast, mais pour plusieurs raisons, j'ai décidé de quitter ce projet-là cet été, donc c'est l'été 2021. Et c'est là que en fait, est parti un nouveau pan de ma vie qui est, moi, en formule camping, en transition vers éventuellement un projet d'éco-village et travailleur autonome, vraiment aligné avec ce que je veux, là. Fait que je me sens bien avec mon choix, je me sens bien avec où est-ce que je suis rendue, puis la vie me redonne fois mille, puis me confirme que je suis sur la bonne voie, puis j'ai fait les bonnes décisions. Fait que c'est ça la grosse et longue histoire, là, du début, de comment que ça a germé jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que ça valait la peine de la raconter dans tous ses détails, parce que c'est quand même un bon 6-7 ans de ma vie, là, en fait, là, cette histoire-là. Puis, à travers tout ça, combien d'éco-communautés est-ce que tu as visité? C'est avec Futur Éco-Villageois Recherché, puis j'imagine que t'en as sûrement visité plus, là. Ouais. Je n'ai visité une aux États-Unis, qui est la deuxième cité écologique en New Hampshire. J'ai aussi visité rapidement là, Our Eco Village, qui est à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ouais, comment t'as trouvé ça? Comment t'as trouvé ça, Howard? Ben, on m'a comme laissé errer dans l'éco-village, puis avec mon anglais moyen, j'ai accroché quelques personnes, puis j'ai surtout parlé avec les canards puis les cochons. Mais, mais j'ai vraiment aimé ça. Ouais. J'ai visité, je pense, en 2016. J'ai trouvé ça vraiment nice au niveau des les bâtiments là, en sains et en matériaux naturels. Puis c'est vraiment super artistique, tout ça. Puis c'est comme je me souviens un évier de salle de bain qui était fait avec tous des petits morceaux de verre réutilisés. Puis j'étais là, oh wow, il y a quelqu'un qui a vraiment passé beaucoup de temps à faire ça. Puis tu vois qu'il a vraiment trippé artistiquement. Puis c'était vraiment une belle place. Mais en même temps, il y avait quasiment personne qui vivait là à l'année. Je pense qu'il y avait juste Brandy, son conjoint, puis sa fille. Puis toutes les autres semblaient comme être de passage. Ouais, ben je me suis rendu compte aussi avec les visites, là, parce qu'en tout, c'est ça, je n'ai visité peut-être une quinzaine. Mais est-ce qu'on peut les catégoriser, les 15, comme des réelles éco-communautés? Parce qu'il y a comme tout un éventail de stades où est-ce que les projets sont rendus. Fait que, tu sais, un projet que c'est un couple, qui a le terrain parfait, qu'il y a plein de gens autour, qu'il y a déjà des réunions depuis un an. Tu sais, on le sait que c'est vers ça qu'ils se dirigent. Puis ils ont déjà leur nom d'éco-village, d'éco-communauté, puis eux autres, ils se sentent déjà là-dedans, les pieds dedans. Fait que est-ce que pour être éco-village, faut être rendu au bout, à la fin, tu sais, y a-tu réellement une fin, tu sais? Moi, je pense que non, là, fait que... Non, il n'y a pas de fin. Ouais, fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est dur de les étiqueter, puis de vraiment être sûr que c'est éco-village, parce que y en a, tu sais, que... Tu sais, finalement, la prise de décision, elle n'est pas faite de façon collective, mais ils sont plein de gens, ils s'impliquent de plein de façons, il y a une structure, il y a toutes sortes de choses établies, il y a un réseau énorme, tandis qu'une autre place, ils peuvent être 3, mais ils ont leur mode de prise de décision, puis ça fait 2 semaines qu'ils existent, tu sais. Fait, est-ce que vraiment il y en a un qui l'est plus que l'autre? Ouais. Cool, merci. Puis, dans tes mots, qu'est-ce qu'une éco-communauté? Ben moi, j'ai pas fait de formation en permaculture, mais j'ai beaucoup lu là-dessus, puis je connais plein de monde qui sont là-dedans aussi, puis
Il y a 7 pétales de la permaculture. Fait que je trouve que les éco-villages viennent un peu rendre le concept de permaculture en format appliqué, tout condensé dans le même lieu, tu sais. Fait que moi, pour moi, une éco-communauté, c'est de la permaculture appliquée, on va dire. Parce que la permaculture, bon, c'est ça, il y a vraiment pas que l'agriculture, là. Il y a aussi toute la gouvernance, les infrastructures, le bien-être personnel, le prendre soin de la nature, les outils, technologies. Fait que je trouve que les éco-communautés, ça a tellement une diversité d'angles que ça peut prendre. Fait qu'il y en a qui sont plus développés dans une des pétales de la permaculture, d'autres plus dans une autre. Mais leur objectif, c'est d'évoluer un peu comme la spirale qui est superposée sur la fleur de la permaculture. C'est d'aller ajouter des éléments tranquillement de chacune des pétales, puis d'évoluer, puis de grandir là-dedans en s'inspirant de la nature autour de nous, puis en utilisant les ressources locales proches, tu sais, fait que... Puis en diversifiant aussi nos approvisionnements pour être plus résilients, là. Pour moi, c'est ça, une éco-communauté. Veux-tu joindre ou fonder une éco-communauté? Ben, après d'en avoir un peu de démarrer une pendant 2 ans, puis que ça a échoué, c'est sûr que j'ai eu un deuil à faire, beaucoup de déception, d'amertume liée à ça. Ça m'a un peu beaucoup pété ma bulle. Mais en même temps, j'en vois d'autres projets d'éco-communauté qui se démarrent, que c'est des amis, que je fais des événements là aussi, puis je le vois, les difficultés qu'ils rencontrent, puis je me sens quand même bien quand que je vais là. Il y a beaucoup d'amour qui se dégage, des liens entre les gens dans les éco-communautés, beaucoup de bienveillance, puis on retrouve pas ça dans un camping nécessairement, tu sais, oui. Mais là, je suis comme en mode transition. Je sais pas si c'est pour me relancer dans intégrer une éco-communauté, en démarrer une, ou simplement intégrer les aspects de la vie en communauté dans mes projets professionnels, dans mes projets avec des amis, puis de continuer d'explorer, puis de faire découvrir les outils possibles pour les gens. Fait que je me sens encore à la croisée de chemin, puis je me sens pas prête à prendre une décision vraiment officialisée vers où je me dirige. Puis le groupe là, Facebook avec les ateliers que je fais qui s'appelle Vivant, ben je trouve que ça reflète bien un peu mon état là. C'est qu'est-ce qui est vivant, ben c'est en constant changement, ça évolue, ça se métamorphose, on sait pas trop quoi s'attendre de la vie là, fait que je suis quand même confiante que peu importe qu'on soit dans une éco-communauté ou chez nous, dans notre maison écologique avec des super belles relations avec nos voisins, qu'on peut autant avoir un impact régénérateur puis bon pour l'environnement puis pour les gens autour de nous que si on était dans un éco-village. Ouais, c'est ça que j'ai envie aussi de partager aux gens là, qui me suivent là, sur les réseaux. Dernière question, qu'est-ce qui te motive à faire ce podcast avec moi là, quand je t'ai lancé l'idée que tu as fait ah oui, je veux faire ça. Est-ce que c'est comme Martin, tu sais pas dire non, puis t'as juste comme accepté par défaut? Premièrement, j'étais touchée que tu aies pensé à moi, puis aussi, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de lourdeur dans ce qu'on voit sur les éco-communautés, parce que souvent, c'est des outils, ou au contraire, c'est comme on est sur un petit nuage, puis on pense que ça va être beau, puis tout rose, puis qu'on va cueillir des fleurs, puis qu'on va vivre de ça, là. Fait que moi, j'aime ça, apporter du concret, du spontané, puis avec des podcasts, tu sais, c'est pas comme des ateliers avec des outils puis une formation, tu sais, c'est vraiment plus spontané, léger. Fait que je pense que le réseau a besoin de ça, puis de voir une autre facette de la vie en communauté ou du réseau qui gravite autour de ça. Puis sinon, l'autre chose, c'est que, moi, j'ai envie de soutenir toutes les personnes qui veulent se lancer dans quelque chose qui a un lien avec les éco-villages au Québec, parce que je trouve qu'il y en manque, je trouve que les gens ils ont un intérêt grandissant pour ça au Québec. Fait que toi, Hugo, ou n'importe quel autre de mes complices que j'ai envie de collaborer avec, moi, je soutiens toutes les initiatives en lien avec ça. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté de participer là, à ce projet-là quand je vous ai lancé l'idée. Puis je suis sûr qu'on va avoir du fun ensemble. Puis, mettons, moi, j'ai comme vraiment l'intention que
ce soit comme une discussion de vendredi soir entre amis, puis comme on refait le monde, mais tu sais, vraiment dans l'idée des éco-communautés, puis que tu sais, on peut vraiment là, avoir du plaisir, puis que ce soit divertissant là, pour les auditeurs là, en même temps. Vas-y donc. Hugo, j'aimerais te relancer la question. Ouais. Euh, Toi, pourquoi as-tu parti ce podcast-là? Quelle était ton intention et ta motivation à faire ça? Mais attends, là, on Ouais. connaît pas son nom complet puis son âge, là. Oh. Faudrait commencer du début. Ouais. Oh, comment c'est vu, on le fait? Ben ouais. Ouais, mais oui, je l'ai faite là. Si quelqu'un d'entre vous veut comme me guider dans les questions, puis je peux pouvoir donner mes réponses. Ben oui, mais Steph, je pense qu'il était préparé à ça. Je te laisse guider ça, ma chère Stéphanie. Parfait. Yes. Donc, Hugo, quel est ton nom, ton âge et où habites-tu? Fait que je m'appelle Hugo Pierre Nasal Veilleux Dutil. C'est comme vraiment long. D'habitude, je garde les deux plus petits, Hugo Dutil. Puis là, j'ai 34 ans. C'était ma fête récemment, puis j'étais sûr que j'avais 35 ans. Mais après ça, j'ai refait le calcul. Je me suis dit, non, j'ai 34 ans. Fait que là, ma conjointe, elle me dit, ah, t'as hâte de vieillir. Puis je fais comme, oui, j'ai hâte d'avoir une barbe blanche. J'ai hâte comme d'être sage. Là, ce serait comme une preuve de sagesse. J'habite à l'éco-village La Cité écologique depuis 2013. C'est à Amenor. C'est un petit village proche de Victo. On est à peu près à une demi-heure de Sherbrooke. Cool. Puis, c'est quoi ton lien actuellement avec les éco-communautés? J'habite dans une éco-communauté. Puis bon, je travaille activement ici, là, dans l'éco-village pour la collectivité. Souvent, je m'implique dans l'organisation des fêtes, des tournois de volleyball. Souvent, j'aime ça, comme organiser. On se fait un bye-bye, souvent ici, nous autres, à chaque année, qu'il y a une revue humoristique de l'année en vidéo, puis en pièce de théâtre. J'aime beaucoup ça, là. Ici, je participe à quelques comités dans le conseil d'administration de l'éco-village. Je m'implique un petit peu à l'extérieur de l'éco-village dans le temps que j'ai. J'ai récemment comme, participé à créer un répertoire des éco-communautés, des écolieux sur l'atrium de l'apprentissage. Je pense que le projet actuel est comme ma plus grande contribution là, que j'ai faite en dehors de notre éco-village, là. Mais c'est ça, je baigne dedans un peu depuis que je suis jeune. Puis, ça serait quoi ton histoire? Comment que tu t'es venu à t'intéresser aux éco-communautés? C'est quand j'avais 1 an que ma mère elle a déménagé ici avec ma soeur Sarah Michel puis ma soeur Karen, qui sont les deux plus vieilles que moi. Puis moi, j'étais le plus jeune. Fait que, aussi loin que je me rappelle, j'ai grandi ici jusqu'à à peu près 10 ans. Puis à ce moment-là, mon père qui a jamais habité ici, à ce moment-là, c'est lui qui a eu la garde. Fait que je suis parti vivre avec lui à Québec. Ah, tu sais, je suis parti vivre avec lui 2 ans, je suis revenu à l'éco-village 1 an, puis finalement, à 13 ans, je pense, je suis parti, ou à 12 ans, je suis parti comme vivre à Québec là, pour le reste de mon parcours scolaire, puis mon début de vie comme en tant que jeune adulte. Puis c'est à 25 ans que je suis revenu ici en 2013. Puis c'est plus à partir de ce moment-là que je me suis mis à m'intéresser aux autres éco-communautés. Parce que, tu sais, dans le fond, ici, c'est là que j'ai grandi, c'est mes racines, tu sais, c'est là que je reviens naturellement. Mais il y a d'autres éco-villages, il y a d'autres cohabitats, éco-hameaux, tu sais, un peu à travers le monde. Puis quand je suis revenu, je sais pas, de toute façon, tout naturel, je me suis mis comme tu sais, à regarder, enfin, pas plus souvent le site du Global Eco Village Network, la carte des éco-villages, faire comme c'est quoi qu'il y a dans le coin, puis regarder des vidéos sur Finhorn ou Tamara au Portugal ou tu sais, Twin Oaks aux États-Unis. Puis je sais pas, le sujet mais m'intéresse parce que j'imagine que plus j'en sais sur le sujet, plus je vais être apte à aider ma communauté ici. Puis c'est pas mal ça. Puis, combien d'éco-communautés tu as visité? Mais il y a la cité écologique, c'est sûr. Je suis déjà allé aussi à la branche qu'on a au New Hampshire. Je suis allé à Valhalla. Je suis allé plusieurs fois
à Whole Village, en Ontario, qui est une communauté d'à peu près une vingtaine de personnes ils ont construit au début des années 2000 comme un gros bâtiment qui s'appelle Green Heaven, qui est un espèce de bâtiment super écologique qui a 11 comme appartements dedans, puis une cuisine collective. Puis j'y allais là parce que quand je travaillais avec Respectaire, c'était comme vraiment un bon point pour moi. Tu sais, eux autres, ils offraient un petit bed and breakfast, puis là, je couchais là, puis c'est comme au milieu de l'Ontario, tu sais, c'était à 1h30 de Toronto. Fait que là, je mettais comme vraiment mon point d'ancrage là, puis je pouvais aller voir tous les clients de boutiques de Respectaire à ce moment-là. Fait que j'ai dû y aller comme 4-5 fois là-bas. Puis c'était le fun, mais malheureusement, comme on dirait que tous les gens que j'ai connus là-bas, ils n'habitent plus maintenant à l'éco-village. Puis c'est comme tout a changé. Là. Je les suis encore un petit peu sur les réseaux sociaux, mais je reconnais plus vraiment les gens qui habitent là-bas. Puis je suis plus allé depuis quelques années. Puis j'ai visité Our Eco-Village qu'on s'est parlé tantôt. Là. Puis ça serait quoi, dans tes mots, une éco-communauté? C'est un groupe de gens qui travaillent ensemble dans un but commun. Mais là, ça veut dire qu'un parti politique, c'est un éco-village, là? Puis une équipe de soccer Non, aussi? Ça implique vivre ensemble aussi pour moi. Ah, Ça implique vivre ensemble. ok. Travailler ensemble, ça implique s'entraider. Puis même si tu travailles ensemble, puis tu partages, tu t'entraides, même si c'est pas dans le but écologique, mais souvent ça a l'effet que tu vas partager des ressources, donc moins consommer, peut-être avoir un emploi sur place, donc moins te déplacer au quotidien. Des communautés intentionnelles qui n'ont pas comme priorité l'écologie, comme par exemple Twin Oaks, le résultat est quand même le même qu'ils ont une empreinte environnementale très, très faible. C'est un peu ce que je disais tantôt avec le volet écologique, là. Et sans vouloir être pessimiste sur le fait, là. Moi, j'ai pas vu Twin Oaks, mais je m'en ai fait parler beaucoup, là. Ouais. Tu dis qu'ils ont un empreinte écologique vraiment plus faible que si tout le monde vivait individuellement dans une maison Ouais. unifamiliale, si on pourrait dire. Et c'est pas une de leurs bases ou un de leurs éléments central ou principal, l'écologie, mais ça fait en sorte que l'effet est quand même très similaire. Oui, c'est ça. Mais ça, tu sais, ça doit faire partie mais leur mission est vraiment plus sociale, Mhm. équité sociale puis justice sociale. Puis, je te demanderai pas si tu veux joindre ou fonder une éco-communauté, parce que t'es déjà installé avec ta petite famille à Cité Ouais. écologique, mais c'est quoi qui te motive exactement. à l'origine à faire démarrer cette série de podcasts-là avec nous? J'ai comme un besoin ici dans la collectivité, dans la communauté, que de temps en temps, me reculer de ma perspective, puis voir l'ensemble de l'éco-village, puis revisiter ses avantages, puis ce que un moment donné, tu finis par perdre au quotidien. Par exemple, avant que j'arrive ici, j'ai fait des études à Québec en musique, au Cégep de Sainte-Foy, puis j'avais un appartement comme au 7e étage d'un bloc. Puis la première fois que je suis rentré là, j'ai fait comme oh wow, la vue est vraiment belle ici. Puis là, j'ai comme fait, je me tannerai jamais de ça. Mais 6 mois plus tard, je regardais même plus, là. Tu sais. Fait qu'on finit par s'habituer à la beauté puis à l'émerveillement de ce qui nous entoure. Mais surtout quand je travaillais avec Respectaire, puis ça m'amenait à quitter l'éco-village 2-3 semaines pour aller faire des ventes ou faire des foires, puis parler à des gens. Puis là, je veux pas, je finissais par parler de l'éco-village, tout ça. Mais ces occasions-là m'amenaient à avoir un recul, puis à faire comme ah oui, wow, c'est vrai, on a vraiment comme un service d'épicerie sur place, puis l'école, puis c'est comme on a vraiment un beau setup, là. Ces moments-là à l'extérieur de l'éco-village, ils m'aidaient comme vraiment plus à apprécier l'éco-village. Mais depuis qu'on a arrêté Respectaire, ben, mon travail m'amène pas nécessairement à faire ces foires-là, faire ces sorties-là. Puis c'est sûr, depuis la pandémie, ben, c'est comme on est comme plus tout le temps chez nous à voyager à l'extérieur puis à faire ces rencontres-là. Quand on faisait les groupes de discussion sur les éco-villages avec Audrey, ben, ça faisait comme un petit peu le même effet, là, de remettre les choses en perspective, puis de relativiser, puis finalement comme de plus apprécier comme ce qu'on a ici. Fait que j'espère que ce podcast-là ben, va m'amener à parler avec des gens, puis va comme
me faire redonner cette perspective-là. Fait que ça, c'est ma raison complètement pour moi égoïste. Mais, mais c'est sûr que créer des liens avec d'autres éco-communautés, avec d'autres acteurs qui tournent autour du mouvement éco-communautaire, je trouve que ça peut être que bénéfique pour tout le monde. Moi, j'adore les podcasts. J'en écoute sur la route, j'en écoute en faisant la vaisselle, les tâches ménagères. Je trouve que c'est vraiment un format intéressant parce que tu peux écouter, puis tu peux faire d'autres choses en même temps. C'est comme vraiment un format qui permet de raconter des histoires que j'aime beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup les histoires. Fait que c'est pour ça que j'ai comme amené le mot histoire dans le titre du podcast. Puis, il y a des histoires de gens, puis il y a des histoires de communautés que je sais que je connais pas et que je sais que je vais apprécier connaître et puis de pouvoir les partager là, avec tout le monde qui le veut bien à travers le balado, ben ça me fait plaisir aussi, là. Puis c'est sûr que si on peut comme améliorer le réseau québécois des éco-communautés, ben à travers des discussions, pourquoi pas. Puis si ça l'aide des gens à trouver des éco-communautés en particulier ou à se familiariser avec le concept dès le départ ou ça aide des éco-communautés à trouver des pistes de solutions à leurs défis, ben tant mieux, là. Je pense on sort tous gagnants là, de ces discussions-là. Ouais, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont comme ce petit rêve-là qui est né, peut-être qu'ils commencent à l'identifier avec le mot éco-communauté, mais qui n'ont pas l'entourage qui est ouvert à discuter de ça ou qui comprend l'intention derrière ça. Fait que juste de nous entendre parler entre nous, tu sais, ça peut déjà faire évoluer l'idée qu'ils ont de ça. Puis je me souviens avec un groupe d'amis, des fois, on a des discussions vraiment super riches en parlant d'éco-communauté, puis des fois on se regardait puis on était comme hey, on aurait dû s'enregistrer, c'était tellement bon, tu sais, je suis sûre qu'il y a du monde quand lavant la vaisselle, il aimerait ça, tu sais, nous entendre parler de ça, puis rire, puis avoir du fun, puis aller dans tous les sens, mais au moins, tu sais, on sent qu'on a comme une famille de cœur, qu'il y a un petit réseau, tu sais, tissé serré là-dedans, puis qu'on en fait un peu partie juste en participant à des activités ou en écoutant des podcasts, puis qu'on n'est pas seul là-dedans. Oui, moi j'aurais avec joie écouté ton podcast là, de discussion là-dessus. Puis j'en ai souvent cherché des podcasts sur les éco-villages, puis il y en a vraiment pas tant que ça, là. J'ai vraiment aimé ta question sur qu'est-ce qu'un éco-communauté. Comme j'ai dit, on dirait qu'il y a autant d'éco-communautés qu'il y a de personnes. On pourrait faire un podcast complet sur c'est quoi une éco-communauté, là. Mhm. Il y a des personnes qui peuvent vivre à 2, 3 dans un appartement, faire des groupes d'achats locaux avec leurs voisins, avec le membre de leur famille, et qui font des changements sur leur mode de vie, d'alimentation, qui font des petites actions citoyennes pour réduire leur empreinte. Et déjà ça, on pourrait dire que c'est des éco-citoyens dans un sens, puis s'il y a un petit groupe de personnes qui font ça ensemble, mais c'est un éco-communauté, là, aussi Mhm. petit que ça peut être, mais c'est pas banal, puis ça a son importance, puis on fait une transition, mais une transition, c'est justement, c'est transitoire, c'est tranquillement, un petit pas à la fois. Tu peux faire des changements drastiques, c'est possible, t'as le droit, vas-y, il y a des personnes qui sont un peu plus intenses dans leur façon d'être, mais je vous encourage, là, tout le monde, là, essayer de voir comment ils peuvent changer le monde, petit peu à petit peu leurs habitudes de vie, voir si ça leur parle, essayer d'aller voir une communauté, aller voir un groupe sur Facebook, d'aller s'entourer de monde qui sont un peu dans cette façon d'être là, d'action citoyenne, de bénévolat, de communauté, avant même d'être éco. Fais juste voir comment toi, en communauté, tu agis. Et s'il y a un volet écologique qui se rattache à ça, puis qui est bon, puis qui te motive, ou si toi, tu as un côté beaucoup plus écologique dans ta vie de tous les jours, puis comment tu vas t'affilier avec des personnes qui ont des mêmes valeurs que toi, puis faisant ta communauté. Alors, qu'est-ce qui vient avant, l'éco ou la communauté? L'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Hmm. Oui, on a matière à réflexion. Merci beaucoup.
Merci, Martin. Un dernier mot, Stéphanie? Ben moi je pense qu'il manque vraiment un jingle au podcast puis qu'on devrait le chanter là, on devrait je pense que c'est ça qui va faire que ça va se répandre partout au Québec. Ça va être notre beau jingle avec nos belles voix. Fait que sur ça, merci à tout le monde d'avoir pris le temps là, de nous écouter aujourd'hui. Puis on se dit à la prochaine pour le prochain épisode d'Histoire d'éco communauté. Bye bye tout le monde. Bye tout le Merci monde! beaucoup tout le monde. Bye. Hey, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode au complet. Je suis présentement en réflexion à savoir quelle est la meilleure façon de rester connecté et quelle est la meilleure façon de vous laisser savoir quand il y a des nouveaux épisodes qui sortent. Présentement, ce que je fais quand il y a un nouvel épisode qui sort, bon, je le publie avec mon profil Facebook personnel, puis je m'en vais le publier sur quelques groupes qui parlent d'éco-village, d'éco-communauté sur Facebook. Mais c'est pas super optimal. D'ailleurs, ma sœur me disait que si elle veut voir s'il y a un nouvel épisode qui est sorti, elle doit aller cliquer sur mon profil parce que Facebook est pas assez intelligent pour comprendre que c'est ma sœur et qu'elle est intéressée probablement à ce que je partage. Fait que voici comment vous pouvez suivre le podcast selon les différentes plateformes que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez Spotify, vous avez juste à cliquer sur suivre le podcast, puis à chaque fois que vous connectez à Spotify, quand il y a un nouvel épisode qui sort, vous allez être notifié. Si vous utilisez Google Podcast, vous cliquez sur suivre ou follow, c'est la même chose. Apple Podcast, c'est la même chose, vous cliquez sur suivre ou follow. Et Balado Québec, j'ai jamais vraiment utilisé, mais j'imagine aussi qu'il y a une option qu'on peut suivre le podcast. Mais c'est sûr que si vous ne connectez pas à ces plateformes, alors vous n'allez pas nécessairement recevoir de notifications comme quoi il y a un nouvel épisode qui est sorti. Donc voici ce que je vous propose. J'ai créé une liste de courriels où on va envoyer un seul courriel à chaque fois qu'il y a des nouveaux épisodes qui sortent et on n'enverra jamais de spam pour essayer de vous vendre quelque chose. Fait que si vous inscrivez à cette liste-là, ben, vous allez recevoir un petit rappel par courriel quand il y a un nouvel épisode qui sort. Vous avez juste à cliquer dans la description de l'épisode. Le lien pour vous inscrire à la liste est là. Et merci et à la prochaine.